Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus d'une centaine d'animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que Une Graine Germe y participe. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter Arnaud Daguin, le fondateur de l'association pour une agriculture du vivant. Bonjour et bienvenue dans Une Graine Germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une Graine Germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête? Bonne écoute! Retour à la terre, reconnexion à la nature et au vivant. Je vous convie aujourd'hui dans un nouvel épisode réalisé en collaboration avec l'association Back to Earth, dont la mission est d'œuvrer pour le retour à la terre des citoyens. Promouvoir de belles initiatives rurales et innovantes ou encore favoriser les échanges entre néo-ruraux et futurs néo-ruraux, voici les engagements de Back to Earth. Et aujourd'hui, partons à la rencontre d'Arnaud Daguin. Notre alimentation est le reflet de l'état de nos campagnes et celui de notre santé. Pourtant, les sols sont de plus en plus appauvris. Les aliments sont de plus en plus dépourvus de leurs nutriments et de leur vitalité. Il devient nécessaire, si ce n'est urgent, de réaliser une transition qui part de sols régénérés et qui place le respect du vivant comme le moteur d'une transformation profonde de notre agriculture, de notre alimentation, de nos campagnes, et de tous les individus et structures qui s'y impliquent. C'est ce que tente de faire pour une agriculture du vivant, une association loi 1901 dont le but est de rassembler tous les acteurs de la filière agricole et alimentaire, du champ à l'assiette, via des collèges représentatifs de chaque catégorie d'acteurs. Pour approfondir ce sujet de l'agriculture du vivant, ses enjeux et à quelles problématiques nous faisons face actuellement, je me retourne alors vers Arnaud Daguin, cofondateur de l'association pour une agriculture du vivant. Belle écoute! Bonjour Arnaud et bienvenue sur le podcast Une Graine Germe. Bonjour Arnaud, bienvenue et puis bienvenue aussi à votre petite... Vos compagnons, disons, parce que vous allez peut-être entendre au cours de l'épisode, mais nous avons plusieurs compagnons avec nous. Alors rappelez-moi un petit peu leurs prénoms. Il y a Clo-Clo, il y a Zizi, il y a... Clo-Clo comme le chanteur, Zizi comme la chanteuse, comme Zizi j'emmerde non plus, c'est pas logique. Et puis il y a le couple mythique Ringo et Sheila. Voilà. Ringo et Sheila. Alors, peut-être que vous ne savez pas de quoi on parle des petits oiseaux d'Arnaud, donc vous allez peut-être entendre au cours de l'épisode. Eh bien, pour commencer, j'aime bien démarrer les entrevues et les épisodes par une petite présentation de l'invité du jour. Je vous laisse peut-être vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez de vous. Écoutez, moi je suis né en 1959 et peut-être la particularité de ma naissance, c'est que je suis né dans la même maison et la même année que le magret de canard, figurez-vous, puisque c'est mon père, André Daguin, qui a inventé ce plat
en 1959, en tout cas qui pour la première fois l'a servi un inspecteur du guide Michelin. Et donc, j'ai l'habitude de dire que je suis le demi-frère de Magret Canard, ce qui fait rigoler tout le monde. J'ai été cuisinier toute ma vie. J'ai fait l'école du cirque chez Annie Fratellini quand j'étais gamin, à Paris. Et puis ensuite, je me suis retourné au fourneau. Et je vous passe ma carrière de cuisinier. Mais enfin, je me suis toujours intéressé aux produits avec une question qui était toujours la même et qui reste la même pour moi. Cette question, c'est qu'est-ce qu'un bon produit? Voilà. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des grands-mères très différentes. La mère de mon père était une provençale émigrée en Gascogne. Et la mère de ma mère et son mari tenaient le premier restaurant végétarien de Paris, qui s'appelait La Saladière, en 1956. Et donc, elle faisait ce qu'on appelait à l'époque la macrobiotique. Peut-être vous connaissez ça. Et, on parlait de René Lévy, etc. Et donc ça a été très, très marrant pour moi d'avoir cette double culture entre, d'un côté, le pape du canard, le foie gras, la Gascogne, la bidoche avant tout, et de l'autre côté, le végétarisme, le vitalisme, on va dire, une forme de naturopathie, je sais que ça vous concerne. Et donc, voilà, cette double culture m'a amené à m'intéresser très, très vite et très, très fort à ce que sont les produits que nous consommons. Et d'ailleurs, j'en ai fait une sorte de devise qui me vient de ma grand-mère maternelle, du coup. Et cette devise, je l'applique un peu partout et c'est toujours la devise pour une agriculture du vivant, qui est l'association que j'ai cofondée il y a quelques années. Et cette devise, elle dit « Ce que tu manges te constitue et ce que tu manges dessine ton monde ». Voilà. Oui, mais c'est une belle devise qui me parle beaucoup. Alors, moi, je rebondis tout de suite sur une question que vous avez posée, de manière assez rhétorique, mais qu'est-ce qu'un bon produit alors, Arnaud? Ah ben justement, j'ai toujours pas fini de répondre à cette question parce que ce mot bon, il recouvre une infinité de facettes et qu'on peut prendre les unes après les autres et on n'en fait jamais le tour. C'est infini, bon, pourquoi, pour qui, pour quand. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, hein, c'est de comprendre que chaque fois que nous mangeons quelque chose, eh bien, il y a deux aspects fondamentaux dans le fait de manger. Le premier aspect, c'est l'intérieur, c'est-à-dire ce que va être l'interaction de ce que vous mangez avec vous-même. Qu'est-ce qui va se passer quand on mange quelque chose? Et comme beaucoup de gamins, au début, moi, je pensais que la nourriture, c'était un carburant. C'était fait pour amener de l'énergie, que, ma foi, bon, ça devait être de plutôt bonne qualité, sans savoir trop ce que c'était que la qualité, mais que, grosso merdo, ça servait à faire tourner un moteur. J'ai mis des années à comprendre que ce que tu manges te constitue, c'est-à-dire que quand on mange du bon pain, ben, la minéralité d'une bonne farine, elle va au cœur même de nos cellules. J'ai mis un temps fou à comprendre que quand on mange des produits au lait cru, par exemple, des fromages, une chose comme ça, ou des produits fermentés, eh bien, tout ce micro-monde qui est là-dedans, tout ce microbiote qui est dans ces produits, tous ces microbes qui sont là, vont s'ajouter à notre microbiote à nous. Et donc, ce que tu manges te constitue réellement. Ça, c'est la facette intérieure. Et la facette extérieure, eh bien, c'est pas compliqué. C'est par nos choix alimentaires et par notre connaissance ou pas de la façon dont on produit l'alimentation, eh bien, nous influons sur notre monde en permanence. C'est pas la même chose de manger des poulets en nuggets qui sont produits comme un produit industriel et ou de manger une volaille fermière qui a vécu à l'extérieur, sous les arbres, et qui a eu une vie à peu près correcte. C'est pas du tout la même chose, ni pour le monde, et ni pour l'énergie du monde, mais ça on en reparlera peut-être après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je dis que ce que tu manges dessine ton monde, c'est pas une image creuse, c'est la réalité. Nos choix alimentaires dessinent le monde dans lequel on vit. Mmh. Alors et peut-être par opposition, comme vous n'avez pas encore fini de définir selon vous, qu'est-ce qu'un bon produit, même Moi, si je vous êtes me déjà une finirai jamais. très belle ébauche, voilà, vous avez quand même une très, très belle ébauche de la définition. Mais à contrario,
vous avez peut-être une ébauche très précise de ce qu'est un mauvais produit. Oui, c'est même comme ça qu'on cerne le mieux le bon, c'est, en creux. Et oui, bien sûr. Alors si j'ai décidé à un moment donné, avec, quelques personnes, très importantes pour moi à ce moment-là, de créer une association sur l'agriculture du vivant, c'est que déjà pour moi, et c'est une quasi-évidence, heu, un bon produit ne peut pas être un bon produit s'il n'est pas vivant, enfin s'il n'est pas issu du vivant. Je m'explique rapidement. Je ne crois pas en l'alimentation par des fragments et des composés. Je vais donner un exemple, c'est beaucoup plus facile que de parler de théorie. L'exemple, c'est toujours parlant. On m'a parlé du lait, par exemple. Le lait UHT, on va dire demi-écrémé que vous trouvez dans des briques ou dans des bouteilles, dans la grande distribution, n'a rien à voir avec du lait, en fait. C'est quelque chose qui a été recomposé, vous le savez bien, hein, dans une usine où on fait le cracking du lait, où on le sépare en fragments et en composés, et ensuite on recompose quelque chose avec, une partie de l'eau, une partie, des extraits secs, une partie des protéines, une partie du gras, très peu d'ailleurs. Et ça, on l'appelle le lait demi-écrémé. On le stérilise complètement, on l'homogénéise en le faisant passer par des buses où, il y a une pression, barométrique absolument dingue, et du coup, la graisse qui est, comprise là-dedans, elle est, nanométrique au niveau de la taille, et d'ailleurs, on ne peut même pas, nous, la reconnaître quand on la consomme, et ça fabrique, des palanquets de radicaux libres, enfin des choses qui nous polluent complètement. Ça, pour moi, c'est l'exemple type du mauvais produit. Et toutes ces transformations et process que l'on fait endurer justement à ces produits-là, comme vous le disiez, ne sont plus tous des aliments vivants et derrière on perd tout le bienfait, nutritionnel. Le fameux calcium, le lait, alors les gros lobbies, le lait riche en calcium, passer tout Oui, il faut tout arrêter avec ça, voilà. oui, oui. Maintenant, on ne plus du, ben, on sait que c'est du flan. C'est exactement comme, enfin, tout ça, ça vient de notre ami Edward Bernays, que vous connaissez peut-être, qui est l'homme qui a fait fumer, les femmes aux États-Unis et qui a persuadé, le monde anglo-saxon que, le petit déjeuner classique, c'était des œufs et du bacon, et il était payé pour ça par des lobbies, donc voilà, et le calcium du lait, c'est exactement la même chose. C'est une escroquerie, on le sait. C'est pas en buvant du lait qu'on va, pouvoir métaboliser le calcium dont on a besoin. Enfin, en tout cas, c'est pas la meilleure façon. Oui. Ça, on le sait. On sait aussi que, en fait, l'être humain n'a rien à foutre de lait de vache après l'âge de 1 an ou 2, parce que déjà, au départ, le lait de vache, c'est pas tellement celui qu'il lui faut, mais alors, dès qu'il a commencé sa croissance comme il faut, il a absolument plus besoin de ça. Donc tout ça, c'est du commerce, hein, c'est pas, tout ça, c'est, de l'industrie, du commerce, du marketing. Très bien. Moi, je serais assez pour que les gens se cultivent eux-mêmes suffisamment pour comprendre. Mais encore une fois, c'est peut-être même pas là que se, situe le, entre guillemets, le secret d'une belle évolution pour l'humanité par rapport à son alimentation. Ça serait plus dans ce que j'appelle une proprioception alimentaire, c'est-à-dire le fait d'être capable, spontanément, en se débarrassant de tout un tas de scories et de couches culturelles qu'on a, au-dessus de notre perception vraie, heu, se débarrasser de tout ça pour être, au courant immédiatement, de ce qu'est l'interaction entre un produit et nous, à la première bouchée. Alors ça, c'est quelque chose dont, je n'avais pas conscience quand j'étais gamin, et qui m'est apparu, presque de façon évidente un jour de, je me souviens très bien, c'est un jour de printemps où j'étais, dans ma maison d'hôte au Pays basque, et les travaux n'étaient pas finis, et donc j'avais arrêté déjà mon activité de restaurant, à Biarritz, et j'étais sur ce chantier depuis un moment, et j'avais, des chevaux. Là, j'ai toujours vécu avec les chevaux, et il y a une de mes juments qui a pouliné et qui a fait un petit, poulain, très mignon, et je passais un peu de temps à regarder ce petit être qui venait de naître, quoi, hein, qui avait 2 3 jours, et je le regardais apprendre à manger, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un poulain quand il naît, effectivement, il vit beaucoup sur le lait de sa mère, mais il broute le premier jour, il goûte tout, et tout seul. Il y a personne qui lui montre, hein. Il est là. En plus,
un cheval, je sais pas si vous savez, ça a les yeux sur le côté, donc ça ne voit pas au bout de son nez. Donc c'est avec les moustaches, les vibrilles qu'il a sur les lèvres qu'il voit, qu'il sent ce qu'il est en train de faire. Et ce petit être-là, tout neuf, qui avait jamais rien appris de personne, le regarder, goûter quelque chose, prendre un petit temps et après y retourner ou passer à autre chose à côté, ça m'a, comment dire, ça m'a fait comme une révélation, quoi. Je me suis dit, mais en fait, cet être-là, il est doué d'une proprioception. Chaque fois qu'il met quelque chose dans sa bouche, il sait exactement ce qui se passe. En fait, c'est pas qu'il le sait culturellement, c'est qu'il le sent. Il le ressent à l'intérieur. C'est donc de la proprioception. Et je me dis que peut-être que nous serions capables de retrouver ça quelque part si on arrivait à retrouver comment dire, une certaine un calme, une paix intérieure, qu'on ne soit plus à la merci de nos affects, de nos peurs, de tout ça, qu'on soit capable de se mettre dans un état de tranquillité tel que quand on goûte un truc, on sait si on en a besoin ou pas, maintenant, voilà. On sait et savoir si on en a besoin, savoir si, effectivement ce n'est pas toxique, pour nous. On le voit, simplement également avec nos animaux domestiques, hein. On prend le chat et le chien, le chat renifle énormément sa nourriture et va savoir effectivement, si c'est quelque chose qui Oui, le problème de ces animaux-là, c'est qu'ils sont trop commensaux avec nous, donc ça fait longtemps qu'on les a un peu déformés, quoi. Et donc, moi, je connais beaucoup de chiens qui ont aucune proprioception, ils vont marcher jusqu'à ça me faire péter la ventrière. Parce que, comment ils sont devenus humains. Alors le chien, c'est vrai, je suis en train de lire un livre sur le comportement des félins et notamment des chats et il s'avère que le chat est un animal qui a été domestiqué encore beaucoup plus tardivement que le chien et il reste encore, on le dit même que c'est un félin, sauvage, qu'on a encore des animaux sauvages chez nous. Donc bien entendu, voilà, il commence à être domestiqué, mais ça reste quand même un être un peu plus sauvage. D'ailleurs, on le voit dans leur comportement et dans leur, indépendance. Mais c'est sûr que le chien, c'est l'archétype même, c'est comme les vaches, hein, c'est l'archétype de l'animal qu'on a fabriqué depuis très longtemps. En fait, il y a Pierre Jouventin, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un ancien éthologue du CNRF qui a écrit un livre formidable que je vous conseille. Ce livre s'appelle L'homme, cet animal raté. Je vous conseille ce bouquin, il est absolument formidable. Et Pierre Jouventin, lui, il dit que les chiens sont des loups que nous avons gardés à l'état prépubère. C'est-à-dire qu'en fait, on a sélectionné parmi les loups que nous avons commencé à apprivoiser, lui, il dit qu'il y a plus de 50 000 ans. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. On a sélectionné petit à petit les spécimens qui étaient les moins matures au niveau du caractère, hein, jusqu'à obtenir en fait des animaux qui ne devenaient jamais adultes. Pour lui, un chien, quel qu'il soit, que ce soit un chihuahua ou un doberman, c'est un loup qui n'a jamais grandi dans sa tête, hein, et qui est donc toujours dépendant de son dominant supérieur, c'est-à-dire de ses parents en fait. Donc nous sommes les parents de nos chiens. Et quelques-uns d'entre eux ont, et ça on le voit très bien, hein, ont une personnalité un peu plus affirmée, ça devient des chiens dominants, et donc qui sont encore rapprochent de la mentalité du loup. Et ils sont très difficiles à gérer d'ailleurs pour leur maître, parce que souvent il faut être d'une constance et d'une ténacité absolue pour gérer ce genre de chien qui ne vous pardonne aucune erreur, quoi. C'est, dès que vous vous montrez la moindre faiblesse sur un comportement, eh ben, ils vous tombent dessus. C'est eux qui prennent le pouvoir. C'est assez rigolo parce que cette dominance-là qui existe chez beaucoup d'animaux, hein, qu'on voit chez les chevaux notamment, nous on la confond avec la domination, mais c'est un autre sujet, et c'est pas le sujet de l'alimentation. Mais malgré tout, il faut qu'on garde ça en tête. Nous sommes vivants car nous sommes des animaux, nous sommes d'abord des êtres vivants. Alors on est peut-être doué d'une forme d'intelligence plus spectaculaire, en tout cas pour nous, que d'autres animaux. Moi j'en doute un peu. Je pense que ce qui nous différencie le plus du monde animal, c'est notre capacité de nuire. Ça, c'est sûr qu'on est imbattable. Et à complexifier les choses, peut-être également. Ça fait partie du truc. Exactement. Alors, bah, revenons justement à ce sujet de l'alimentation et de l'agriculture. Donc déjà, moi, j'ai une question, mais bon, qui va être un peu le fil rouge, mais j'ai l'impression que vous étiez à 2 doigts, ça se trouve, ça a été le cas, de devenir naturopathe, hein?
avec tout ce que vous m'avez raconté sur l'alimentation, sur le microbiote et la cuisine macrobiotique. Donc c'est assez intéressant de voir votre parcours justement professionnel et de vie qui vous a Je vais amené. expliquer pourquoi, vous pensez ça, enfin, en m'écoutant. C'est parce que toute ma vie, j'ai été restaurateur. Et un restaurateur, en latin, restaurare, ça veut dire remettre en état. Et je l'ai pris toujours à la lettre, ce métier. Donc je suis restaurateur d'êtres humains, comme des gens sont restaurateurs de meubles, d'autres sont restaurateurs d'œuvres d'art, d'autres sont restaurateurs d'instruments de musique, je ne sais pas. Moi, je restaure des humains. Donc j'ai une responsabilité lourde, puisque ce que tu manges te constitue. Quand je te donne à manger, je suis censé te donner des choses qui soient censées te constituer de la bonne façon. Donc, de fait, je ne peux pas ignorer, enfin, ou en tout cas, je ne peux pas faire abstraction d'une notion qui est très difficile à cerner, hein, qui est la notion de santé. Cet équilibre dynamique, un peu précaire, fluctuant, qu'on appelle la santé, qui est quelque chose qui n'est jamais stable, qui n'est jamais fixe, qui n'est jamais décidé pour une fois, et qui est tout le temps en mouvement. C'est comme un vélo, hein. Si on arrête le vélo, ben, on tombe. Donc voilà, la santé, c'est pareil. On est dans une dynamique. Et le restaurateur, ben, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité, à un moment donné, de nourrir l'autre, et en le nourrissant, de le restaurer. C'est dans le nom de nos restaurants, vous savez d'où il vient? Le restaurant, c'est un mot qui a été contracté. En fait, c'est un mot double qui était bouillon-restaurant. C'est pour ça que vous avez des restaurants qui s'appellent les bouillons, encore les bouillons Chartier, les bouillons Pigalle, les bouillons ceci, bouillons cela. Et en fait, le bouillon-restaurant, c'était un bouillon, donc quelque chose dans quoi on avait cuit des éléments, des aliments. Et ce bouillon était censé vous restaurer, c'est-à-dire vous mettre en état. Quand vous étiez dehors, vous aviez fait 14 lieues à cheval sous la neige, par exemple, et bien, quand vous arriviez à l'auberge, il vous fallait quelque chose de restaurant. Il ne vous fallait pas des petites choses, vous voyez, ténues ou... non, il fallait se restaurer, voilà. Eh bien, je sens que cette entrevue va être une grande source d'apprentissage. Alors, bah, continuons. Vous avez mentionné le fait que vous aviez fondé ou cofondé même l'association L'Agriculture du Vivant, pour une agriculture du vivant. Commencez peut-être par expliquer d'où vient ce nom dans le moindre détail. Le premier mot, c'est pour, et c'est celui que nous utilisons le plus maintenant. On a quand on... Je vais vous donner un exemple, parce que toujours pareil, les exemples, c'est quand même ce qui permet le plus de comprendre. Vous savez que nous sommes aujourd'hui en agriculture sur des querelles de pratique notamment, et qui sont corrélées à l'économie, à la politique, à plein d'autres trucs, à l'écologie évidemment. Et donc, quand on est écologiste ou quand on est écologue, on est a priori contre l'usage de tous ces trucs qui finissent en cides. Vous savez, les pesticides, les fongicides, les herbicides, d'accord? Alors, vous avez deux façons d'aborder le sujet, et vous allez voir pourquoi j'en arrive là. Vous avez une façon qui est d'être contre, et donc, voilà, je suis contre, je veux pas ceci, je veux pas cela. Et ça a été, à un moment donné, on va dire la façon de pratiquer du début de l'agriculture biologique, qui disait: «Je suis contre, je refuse, les pesticides, je refuse ceci, je refuse cela». Nous, pour une agriculture du vivant, on est pour, mais on n'est pas pour les pesticides, on est pour ne plus jamais avoir besoin de s'en servir. C'est-à-dire qu'au lieu d'interdire les choses ou d'être contre les choses, on est pour le fait d'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout à fait la même chose. Si on commence par interdire quelque chose sans avoir appris à s'en passer, on fout tout le monde dans la merde. Donc nous, on est pour que les gens apprennent à s'en passer et que donc, du coup, un jour, ça devienne obsolète. Et le jour le plus proche possible, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans le titre de l'association, c'est pour une agriculture, pas 10 000 agricultures, il n'y en a qu'une. L'agriculture, c'est notre seule interface avec le vivant sur la planète.
D'accord? Tout le reste, c'est du prélèvement. La pêche, la chasse, tout ça, c'est du prélèvement. L'agriculture, c'est une interface active. C'est quelque chose qui remue dans les deux sens. Eh bien, en gros, nous considérons qu'il n'y a qu'une agriculture, même s'il y a 10 000 façons de la pratiquer. D'accord? C'est une activité qui est humaine. Il n'y a pas trop d'exemples d'animaux. Il y a un peu d'exemples d'animaux qui soient, par exemple, les fourmis font un peu d'élevage. Les termites aussi, ils élèvent des pucerons pour leur tirer le miel. Il y a des exemples comme ça. Mais malgré tout, c'est l'humain qui a l'apanage de cette interférence avec la nature. Et cette interférence avec la nature, elle est productive, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est pas du tout passif, c'est extrêmement actif. La preuve, c'est qu'on a fait des loups, tous les chiens qu'on connaît, on a fait des aurochs de Mésopotamie, toutes les vaches et tous les bovidés domestiques qui existent aujourd'hui. Vous aviez, par exemple, dans un papier qui est sorti en 2012, je crois, en 2014, dans la revue anglaise de microbiologie, les résultats d'une étude pratiquée par une trentaine de chercheurs internationaux sur l'ADN des bovidés domestiques agricoles partout dans le monde. Et ils ont constaté que l'entièreté de tous les bovidés domestiques, à l'exception des yaks de l'Himalaya et des buffles originaires d'Afrique et des bisons de Pologne et des États-Unis, qui ne sont jamais vraiment devenus domestiques d'ailleurs, mais à l'exception de ces trois familles de bovidés, toutes les vaches, tous les taureaux, c'est-à-dire les milliards de bovidés qui sont passés sur Terre, descendent tous de seulement 80 sujets d'aurochs de Mésopotamie. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a créé une population immense d'animaux très très différents, avec des caractéristiques très très différentes, à partir de 80 sujets. C'est-à-dire que dalle. Donc si ça, c'est pas une interface active, alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est une agriculture qui fait ça. C'est pas, vous voyez, il y en a que, voilà. Donc pour une agriculture et du vivant, pourquoi du vivant? Parce que jusqu'à là, et depuis le début du néolithique, ce qu'on a appelé le néolithique, qu'on fait remonter à plus ou moins 15 000 ans, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, ce que produit l'agriculture des hommes, le plus régulièrement, depuis 15 000 ans qu'elle existe, c'est le désert. C'est ça qu'on produit le plus régulièrement. Si vous regardez partout où on a commencé l'agriculture dans le monde il y a le plus longtemps, notamment le croissant fertile de Mésopotamie, ce sont des champs de cailloux. Et là, j'ai l'habitude de dire un truc qui ne fait pas plaisir aux tenants de l'agriculture biologique, mais pourtant c'est la vérité. Le désert de Mésopotamie est un désert bio. Il n'a jamais connu la chimie. Il n'a jamais connu un insecticide. Non. La charrue a suffi à fabriquer du désert avec un sol issu de forêts. Chateaubriand disait « Les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent ». Et il avait entièrement raison. Quand vous regardez le Péloponnèse ou le Languedoc ici en France ou le sud de l'Espagne, ce sont des endroits où il y avait du sol autrefois. Et aujourd'hui, on est sur de cailloux. Ce que produit l'agriculture humaine depuis le plus longtemps et le plus régulièrement, c'est du désert. C'est donc l'agriculture de la mort. Nous voulons une agriculture du vivant, c'est-à-dire une agriculture qui s'inspire des modèles de la forêt, par exemple, que personne n'arrose, que personne ne laboure, que personne ne fertilise. Nous regardons l'agriculture comme dépendant de sa fertilité et non pas de sa fertilisation. Or, aujourd'hui, 95% de notre agriculture, elle est fertilisée, elle n'est pas fertile. C'est-à-dire qu'on lui rajoute de l'engrais, qu'il soit chimique ou biologique ou naturel, mais dépourvu de micro-organismes permettant la vie du sol. Absolument. Alors, si vous voulez que je vous fasse juste un topo rapide là, sur ce que nous avons comme image de l'agriculture, en fait, je peux le faire vite fait, mais après, il faut donner des ressources pour que les gens aillent chercher, parce que sinon, c'est jamais. Eh bien, je mettrai toutes les ressources dans la description de l'épisode. Je vais vous faire un petit
résumé synthétique. En fait, l'agriculture, ça se résume à produire de la biomasse, qu'elle soit animale, végétale, fongique, c'est de la biomasse. Donc c'est produire de la biomasse. Et petit détail, c'est pas nous les humains qui produisons de la biomasse, c'est le vivant qui produit la biomasse. Donc nous, ce que nous faisons, nous les humains, depuis 15-20 000 ans, c'est que nous infléchissons la production du vivant. Il faut comprendre ça. C'est juste un infléchissement de la production du vivant. On le fait très bien, on le fait dans plusieurs domaines et c'est très impressionnant les résultats qu'on a eus. Et la preuve que ça a marché, c'est qu'on est toujours là de plus en plus nombreux. Donc jusqu'à maintenant, ça a marché. Problème, c'est qu'en faisant ça et la façon dont on le fait, on n'assure pas la pérennité des systèmes qui produisent puisqu'on a besoin de plus en plus d'intrants venant d'ailleurs pour continuer à produire. D'accord? Donc si on voulait décrire une agriculture idéale, celle dont on aurait besoin pour 8-9 milliards d'êtres humains sur Terre, qu'est-ce qu'elle serait capable de faire? Une agriculture idéale, elle serait capable de remplir 3 missions. La première, c'est de se nourrir elle-même avec sa propre biomasse. Et ça, c'est pas très intuitif. Les gens ne comprennent pas que toutes les structures carbonées que sont les plantes doivent en partie revenir au sol pour nourrir les prochaines. C'est le système de la forêt. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est ça le vivant, c'est ce cycle du vivant. Alors on peut... Le cycle de la vie. Absolument. Et donc mourir, c'est... On me dit toujours, je ne sais pas si vous avez entendu ça déjà, mais il y a une phrase qu'on dit assez souvent, c'est grandir, mourir, pourrir, nourrir. Voilà, ça c'est les 4 verbes du cycle du vivant. C'est en effet ce que l'on voit, en forêt. Quand on se balade en forêt, c'est exactement ce que l'on voit. C'est le vivant, c'est comme ça, on le voit aussi dans les océans, on le voit partout. C'est grandir, mourir, pourrir, nourrir, c'est comme ça. Et ça, si on n'a pas bien compris, c'est vrai que si on enlève tout de l'agriculture, si on exporte absolument tout ce qu'on a fait pousser, ben, il n'y a plus rien pour nourrir, donc il faut nourrir autrement. D'accord? Donc le premier truc, donc la première mission que devrait remplir une agriculture qu'on voudrait idéale, c'est d'abord de se nourrir elle-même, c'est-à-dire d'être auto-fertile. La deuxième mission, c'est de nous nourrir, non, les humains. Problème, nous, c'est pas seulement les humains. Nous, c'est les humains et leurs bêtes. Combien de bêtes? C'est ça le problème. C'est aujourd'hui, la plupart, pas la plupart, la majorité des animaux qui vivent sur Terre sont des animaux domestiques. Et en fait, ces animaux domestiques, on s'est donné le droit de les produire, nous. C'est-à-dire, c'est nous qui infléchissons le vivant pour qu'il y ait des milliards de poulets, des milliards de poissons, des milliards de vaches qui naissent, qui ont une vie plus ou moins courte, plus ou moins dégueulasse, et qui finissent en chaussures, en ceinture, en steak haché ou en chicken nuggets. Et ça, ben, quelque part, il va falloir qu'on le remette un peu en question parce que, de fait, une agriculture qui nous nourrit, nous les humains, elle nous nourrit ainsi que les animaux qui font partie du projet agricole, mais pas les animaux qu'on produit pour les produire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est pas tout à fait pareil. En termes de quantité, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous parlez des bêtes que l'on élève pour se nourrir nous-mêmes? Oui, pour se nourrir nous-mêmes, Et donc de la surconsommation de produits animaux, par ça, exemple? c'est la proportion qui est à questionner. Et donc, en fait, la vraie question, c'est combien de bêtes? C'est-à-dire, quel est ce ratio? Voilà, ça, c'est très important. Et ça fait partie vraiment hein, de la façon dont nous devons envisager l'agriculture du vivant. La question combien de bêtes est très importante. Et pour y répondre, on a peut-être recours à un concept que vous avez peut-être entendu citer, qui s'appelle l'équilibre agro-sylvo-pastoral. L'équilibre agro-sylvo-pastoral, c'est un équilibre dynamique et productif entre l'agro, c'est-à-dire les plantes qu'on fait pousser et dont on a exporté la plupart, le sylvo, c'est-à-dire des plantes pérennes, dont les arbres notamment, et le pastoral, c'est-à-dire les bêtes qu'on fait intervenir là-dedans,
mais dans le cadre de ce projet agricole, parce qu'on en a besoin, et pas seulement parce qu'on veut les manger. Et est-ce que vous pourriez citer des exemples concrets, de bêtes dans ce projet agricole? Par exemple, c'est la fiente des poules, c'est les moutons qui broutent l'herbe et qui va laisser des fientes? Un animal polygastrique, comme une vache, mange une bactérie et en chie 10 millions. Mais en fait, c'est ça le vivant. Et on va voir après comment ça fonctionne rapidement. Mais le vivant, c'est d'abord ça. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la biodiversité, ça commence par des microbes. S'il n'y a pas les microbes, il n'y a pas tout le reste. Donc toutes les chaînes trophiques montent vers le haut. Si vous voulez des oiseaux dans le ciel, il faut des microbes dans le sol. Sinon, vous n'en aurez pas. Toute la chaîne dépend de ça. Et nous y compris nous-mêmes, hein, nos intestins, Bien sûr. notre peau, voilà, nous sommes recouverts et constitués de microbes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, et ça c'est mon ami Marc-André Sellos du Muséum d'histoire naturelle qui le dit très bien, c'est que la planète Terre, c'est d'abord la planète des microbes. Nous, on arrive bien après, et ce sont nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres, et c'est grâce à eux que nous sommes vivants. Un chloroplaste dans une feuille d'arbre, c'est une ancienne bactérie qui fait un autre boulot maintenant, mais c'était d'abord une bactérie. Et chez nous, c'est exactement pareil. Nos mitochondries dans nos cellules, ben, c'est d'anciennes bactéries. Et tout ce qui est support de notre banque de données au niveau des chromosomes et tout ça, ce sont d'anciennes bactéries. Donc nous sommes les enfants, petits-enfants, arrière-arrière, petits-enfants, des virus et des microbes, enfin de tous les microbes. Et ça, il faut qu'on le comprenne bien, parce qu'aujourd'hui, la vision qu'on a de la santé, elle n'est pas du tout comme ça. Et grâce ou à cause de M. Pasteur, à un moment donné, on est parti complètement à l'envers. Pas pour tout le monde, puisque le fait de partir à l'envers, ça permet une industrie démoniaque, hein, avec des milliards et des milliards, on le voit en ce moment. Et cette vision de la santé est complètement débile, quoi. Enfin, on le sait maintenant. Enfin, on le sait. Nous reproduisons ce que nous avons reproduit dans les champs du croissant fertile, à savoir, des terres, nues et mortes, en fait. Exactement. Donc, voilà. On fait la médecine de la mort. Voilà, on ne fait pas la médecine du vivant. Alors, je reprends mon fil parce que sinon on en a pour une heure, mais bon, on reprend la première, la première mission d'une agriculture, c'est qu'elle soit auto-fertile. La deuxième, c'est qu'elle nous nourrisse ainsi que nos bêtes, sachant que la proportion de bêtes est à questionner. Et la troisième, c'est qu'elle nous fasse la vie facile, c'est-à-dire qu'elle nous fasse un maximum de matériaux pour nous abriter, pour nous vêtir, et un maximum d'énergie pour nous éclairer, nous rafraîchir, nous réchauffer. On est d'accord? Ça serait ça une agriculture idéale, hein? 3 missions absolument remplies, là, on peut dire qu'on est bien parti, quoi. Ça me paraît pas mal. Pour pouvoir remplir ces 3 missions, la quantité de biomasse à produire n'a absolument rien à voir avec ce qu'on produit aujourd'hui. Et c'est dans un facteur presque de 1 à 1000. C'est-à-dire qu'il faudrait 1000 fois plus de biomasse que ce qu'on produit aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que ce qu'on produit aujourd'hui, c'est lamentable. Quand vous regardez ce que produit un champ de blé de la Beauce, on est content parce que ça fait, je sais pas, un quintal, hectare de graines de blé, mais en termes de biomasse, ça fait que dalle par rapport à une forêt, par exemple. Et donc, ça nourrit pas son écosystème et ça fait pas d'énergie, très peu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne maintenant. C'est qu'il faut que tout ce qui pousse doit pousser à tous les étages, dans tous les sens, sous terre, sur terre, au-dessus, dans les arbres, partout. On devrait végétaliser entièrement notre monde si on voulait arriver à ces résultats-là. Il faudrait qu'il y ait du végétal partout. Or, on est dans un monde de plus en plus minéral. Les gens vivent dans des endroits qui sont des cités, des métropoles, qui sont de plus en plus minérales. Voilà. On peut, à un moment donné, poser la question et se dire, tiens, est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, d'infléchir la production du vivant de façon à ce que ce vivant produise cette masse incroyable de biomasse dont nous avons besoin pour ces 3 missions? Alors, si oui, si la réponse à ça, c'est bon, on va essayer, hein, on n'est pas dit qu'on y arrive, il n'est pas dit qu'on y arrive, mais on va quand même essayer. Il y a un consensus à peu près aujourd'hui dans le monde chez des gens qui s'occupent de l'agriculture du vivant ou d'agriculture régénératrice, mais on l'appelle comme on veut. Et ces gens, ils sont à peu près d'accord sur 5 points fondamentaux. Et c'est à ça que je voulais arriver, parce que c'est ça qui raconte le mieux ce que nous sommes en train de faire.
Le premier point sur lequel il faut que nous soyons vraiment en progrès permanent, c'est celui du carbone. Alors, ça paraît bizarre comme ça quand on en parle, là, le carbone, les émissions de CO2, réchauffement climatique, tout ça. Moi, je mets ça de côté. Je ne vais pas rentrer dans cette problématique de cette façon-là. Je vais plutôt y rentrer d'une autre façon. Et vous allez voir que ça revient au même, finalement. Toutes les structures vivantes sont des structures carbonées. Vous connaissez les 4 lettres du vivant. Est-ce que vous connaissez les 4 lettres du vivant? Le vivant est fait de C, H, O, N. Carbone, hydrogène, oxygène, azote. Toutes les structures carbonées, toutes les structures vivantes sont des structures carbonées. Toutes. Ce qui nourrit le sol, ce qui fait que la fertilité revient, c'est d'abord la présence de carbone dans le sol. Et cette présence de carbone dans le sol, elle vient de la phrase qu'on a dit tout à l'heure, grandir, mourir, pourrir, nourrir. D'où le fait de rapporter des branchettes, des feuilles mortes quand on fait, de l'agriculture en permaculture notamment. Une fois de laisser in situ, même à l'échelle d'un territoire, c'est le fait de ramener au sol une grande partie de ce qui a été produit par le vivant. Donc, nous avons besoin, et cette phrase, je vais vous la répéter 5 fois, avec une terminaison différente chaque fois. Donc ça, c'est la première. Nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, capture dans l'atmosphère et stocke dans le sol un maximum de carbone. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait aujourd'hui, puisque notre agriculture majoritairement ne fait pas ça. Il y a des gens qui font ça depuis un bon moment, notamment ceux qui font de l'agriculture régénératrice, celle qu'on appelle du vivant. Voilà. Et c'est très important de le comprendre parce que ça met à mal énormément de pratiques agricoles contemporaines. D'accord? Et ça implique d'autres pratiques qui, elles, existent et sur lesquelles il faut qu'on switch le plus vite possible. Premier point. Deuxième point sur lequel il faut qu'on progresse absolument, c'est celui de l'eau, et notamment de l'usage de l'eau, de la compréhension du cycle de l'eau. On n'y est pas du tout, là, quand on voit les querelles qui ont lieu à propos des bassines de rétention d'eau pour garder de l'eau pour irriguer, on comprend bien qu'on a un problème. Même la FAO a été capable quand même de nous dire l'an dernier que la meilleure façon de stocker de l'eau, c'était dans les sols agricoles eux-mêmes, mais à condition qu'ils en soient capables. Pour que le sol agricole soit capable de stocker de l'eau, en fait, il faut qu'il soit capable de l'infiltrer d'abord, et puis il faut qu'il soit capable de la filtrer, et puis il faut qu'il soit capable de la stocker ou de l'envoyer vers les nappes. Or, ce que l'on fait en agriculture depuis des siècles maintenant, eh bien, obtiennent l'exact contraire. C'est-à-dire qu'à force de travailler le sol, de passer dessus avec des outils très lourds, de plus en plus lourds, et de le tasser de plus en plus, même si on laboure, et surtout si on laboure en s'appuyant 40 cm, 30 cm, il y a à 1 mètre une semelle de battance complètement étanche qui interdit la progression à la fois des racines, des vers de terre et de l'eau. Comme vous savez, un sol qui infiltre de l'eau, il l'infiltre d'abord par les galeries des vers de terre. Donc si vous n'avez plus de vers de terre, ça va devenir compliqué. Et si vous avez une semelle d'argile battue, donc de battance à 1 mètre qui est totalement étanche, eh bien, l'eau elle va rester dessus, elle va emporter toutes les matières organiques avec elle, elle va se lessiver par gravité jusqu'au prochain ruisseau, rivière, fleuve et à l'océan. Donc il y a une vraie fuite en fait de l'eau et au lieu d'avoir un stockage dans le sol directement. Nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise des sols agricoles capables d'infiltrer, de filtrer et de stocker le maximum d'eau. Ça, c'est le deuxième point. Il est aussi fondamental que le premier. Le troisième point sur lequel il faut qu'on soit vraiment bon et où il faut qu'on progresse à fond, c'est celui de la biodiversité. La biodiversité, c'est souvent mal compris parce que, bon, on parle des animaux qu'on voit, nous, les humains, avec nos yeux d'humains. Donc, on voit des gros animaux, des insectes, tout ça. Ah, il n'y a plus d'insectes, merde alors. Ah, il n'y a plus de tigres, ah, il n'y a plus d'éléphants. Ah, bon, ok. On leur enlève leurs habitats, c'est terrible et tout ça. Très bien, c'est vrai. Mais ce qui est encore plus vrai que tout ça, c'est que toutes les chaînes trophiques qui fabriquent le vivant commencent dans le sol.
Je ne parle pas de celles qui sont dans l'océan. Je parle de celles qui sont chez nous, sur Terre. Et sur Terre, tout ce qui vit ne vit que parce que ça a commencé dans le sol. Il n'y a pas d'exemple inverse. Si vous voulez des oiseaux dans le ciel, il faut des microbes et des bactéries dans le sol. C'est comme ça. Ce n'est pas en lâchant des milliards d'abeilles quelque part que vous aurez des abeilles de nouveau. Ce n'est pas en faisant des ruches avec des génétiques d'abeilles qui viennent de on ne sait pas où, qui ne sont pas du tout adaptées au milieu et qu'on crée de leur miel le maximum en leur filant du sucre l'hiver pour pas qu'elles crèvent. Ce n'est pas avec ça que vous allez générer des populations d'abeilles solides, insérées dans leur biotope et résistantes aux aléas et résilientes. C'est pas vrai. Donc moi, quand un mec me dit « Ah voilà, il y a je sais pas combien des cents d'abeilles qui sont morts cet hiver », moi, ça me parle pas. Je sais pas ce qu'il me dit. Il faut qu'il me dise c'est quoi ces abeilles, comment elles sont nourries, qu'est-ce qu'on leur demande de faire. Parce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, pour faire 1 kilo de miel, en moyenne, on dépense 800 grammes de sucre. Je sais pas si vous savez. Non, mais ouais, ouais, ouais. C'est important de le savoir. Mmh. Voilà. Donc nos abeilles, elles n'ont rien à bouffer, elles sont comme nous, elles sont dénutries, et dès qu'il y a le petit varroa qui passe ou un virus, boum, au tapis. Et c'est pas seulement le gaucho, ni seulement les néonicotinoïdes, ni seulement, vous voyez, on a tendance à nous faire du discours, et on a raison des fois, pas tout le temps, mais des fois sur certains produits, ok, qui sont pas bons et dont il faut se débarrasser de toute façon. Pour la biodiversité, tout ce qui finit en cide, c'est pas bon. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, dans le cas des abeilles, mais ça peut être dans le cas de bien d'autres choses, il faut regarder les choses comme elles sont vraiment. Et en fait, nos abeilles aujourd'hui, en majorité, elles sont exactement comme des vaches Holstein qui pissent 60 litres de lait. Elles ont besoin du vétérinaire tout le temps, elles ont besoin d'être nourries d'une certaine façon, d'être soignées, d'être à l'intérieur, de ne pas avoir froid, de ne pas avoir chaud, voilà. C'est la même chose. Il ne faut pas s'imaginer que les gens qui font du miel par centaines de kilos, qui font du miel avec des abeilles rustiques, résilientes, non, pas du tout. C'était un exemple. Oui, mais je pense ils sont nombreux ces exemples La biodiversité commence par le sol et donc nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise de la biodiversité, à commencer par dans les sols eux-mêmes. Comme dit mon camarade Konrad Schreiber, qui est sans doute le meilleur agronome que je connaisse, en agricole en tout cas, la biodiversité, ça ne se protège pas. Il y a deux sortes de conduite, soit on la détruit, soit on la produit par ses activités. Nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise un maximum de biodiversité. Il faut comprendre ça. C'est essentiel. Ces trois premiers points qu'on vient d'aborder, le carbone, l'eau et la biodiversité, ces trois premiers points ont quelque chose en commun, tous les trois. C'est le fait justement d'être des biens communs qui nous concernent tous. Ça ne concerne pas que les agriculteurs, ça ne concerne pas que les gens qui vivent à la campagne. La quantité de carbone et donc de CO2 dans l'atmosphère qui n'est pas stockée dans les sols, la quantité d'eau qui est gâchée, qui lessive nos champs et qui va à l'océan polluer les embouchures, et la quantité de biodiversité qui diminue de plus en plus, ce sont des choses qui concernent absolument tous les citoyens du monde. On est d'accord? Alors oui, il concerne tous les citoyens du monde. Juste, je me permets de vous couper parce qu'on va certainement avoir des auditeurs qui sont, par exemple, dans le cas suivant: «Je suis en ville, en appartement, je n'ai pas de jardin, je n'ai pas de sol». Oui, ça concerne ces personnes-là, mais comment peuvent-elles agir sur ces points-là? Ben, en se cultivant. Parce que ce que tu manges te constitue, certes, mais ce que tu manges dessine ton monde. Donc, tant que tu vas aller bouffer un bucket de chicken nuggets chez machin, eh ben, tu détruis la biodiversité. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, tant que tu ne sais pas ce que tu manges, tant que tu ne sais pas, tant que tu ne te cultives pas suffisamment pour savoir quel est l'impact de ta façon de t'alimenter, eh bien, tu es le pion passif d'un système qui est en train de nous envoyer au tapis. Ces trois premiers points dont je parle là, et pourquoi j'en parle comme ça, vous allez voir que c'est très important, c'est que en fait, ce sont des biens communs qui concernent tous les citoyens du monde, et donc il serait complètement idiot
de faire payer les valeurs produites par des pratiques qui les produisent dans le prix du produit agricole. Ce sont des sujets qui ont suffisamment de valeur en soi pour pouvoir être considérés comme des valeurs vénales en soi. D'accord? Donc le mec qui fait bien de la carotte, s'il doit faire payer plus cher sa carotte parce qu'il a stocké du carbone, parce qu'il a filtré de l'eau et parce qu'il a créé de la biodiversité, eh bien c'est même pas la peine d'y aller. Puisque de toute façon, elle sera tellement chère, sa carotte, que bon, bah, personne ne va l'y acheter. D'accord? Donc, on peut commencer à considérer que ces valeurs produites par des pratiques agricoles vertueuses, là, elles ont leur valeur en soi. Et que cette valeur en soi, elle pourrait peut-être être rémunérée en soi, et pas dans le prix du produit. Et comment pouvons-nous savoir, pareil encore une fois, hein, je reprends le cas d'une personne qui est en appartement en ville. Comment peut-elle savoir si ce qu'elle mange provient de l'agriculture du vivant, d'un sol vivant qui respecte, ces points? Pour l'instant, elle n'a aucun moyen de le savoir directement. On va en reparler à la fin, ça, parce que là, je suis en train de parler du quoi. Oui, Et vous, vous êtes en train de m'aiguiller sur le comment. Donc le comment, on va en parler après, mais j'ai pas fini avec le quoi. Je vous avais parlé de 5 points, et là, j'en ai abordé 3. Le quatrième point sur lequel il faut qu'on progresse absolument, c'est la densité nutritionnelle de ce que produit l'agriculture. Et quand je dis la densité nutritionnelle, c'est vraiment volontairement, c'est pas la qualité, ou je ne veux pas mettre de mots comme ça là-dessus, à ce stade-là. C'est vraiment la densité, et surtout, nous avons besoin de savoir, pardon, ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas dans les produits alimentaires. Or, aujourd'hui, on en sait foutre rien, c'est-à-dire on sait à peu près regarder les vitamines, les sucres, les gras, bon, les gros trucs, quoi. Mais par contre, tout ce qui est micronutriments, on ne sait pas. Et tout ce qui est traces, on ne sait pas. Tout ce qui est énergie, on ne sait pas. Et donc, aujourd'hui, nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise une alimentation susceptible de nous constituer. Et pour ça, il faut que techniquement, on s'équipe, et on sait le faire, hein. Il y a des gens qui sont en train de travailler dessus, notamment avec les infrarouges proches et tout ça, le food scan, ces choses-là. Nous avons besoin donc de savoir ce que notre agriculture fait en temps réel en termes de résultats. Ça, c'est très, très important. Et d'ailleurs, si on était capable, et on le sera bientôt, techniquement, de faire parler un produit pour qu'il nous dise son histoire, ce en quoi, avec quoi il a été mis en contact, ce qu'il y avait dans son sol, comment ça s'est passé pour lui depuis le début, on n'aura même plus besoin de savoir s'il est issu d'une agriculture du vivant ou pas, parce que lui-même, il va parler. C'est pas la peine d'aller dans le hangar du fermier pour voir s'il a mis un produit chimique, puisque le produit va le dire. Ça, c'est pas prêt encore. On va y arriver, mais on n'y est pas tout à fait. Mais on y travaille. Ça fait partie de nos chantiers. Donc ça, c'est le quatrième point, hein. On a besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise une alimentation susceptible de nous constituer. Et donc de ne pas nous nuire, évidemment. Et le cinquième point, enfin le quatrième, oui, le cinquième point, pour moi, c'est plutôt la clé de voûte des 4 autres, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai appelé le BIF, BIF. Alors pourquoi j'ai appelé ça le BIF? D'abord parce que c'est rigolo, les jeunes comme vous, quand ils disent le BIF, en général, ils parlent du pognon. Et, et c'est vrai, bon, nous, on disait d'autres mots parce que je suis vieux, mais c'est pareil. Mais c'est pas ça, en fait. Le BIF, pour moi, c'est pas que ça. C'est d'abord, enfin, c'est le bonheur intérieur brut à la ferme. Je m'explique. Si vous voulez que tous les matins, il y a des gens qui se lèvent très tôt pour aller stocker du carbone dans les sols, pour aller infiltrer, filtrer, stocker de l'eau, pour aller produire de la biodiversité et vous donner une alimentation susceptible de vous constituer, ben, si vous voulez que ça dure, il faut qu'il soit minimum heureux de le faire, parce que sinon ça ne va pas durer très longtemps. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Pour 80% de la population agricole, c'est la cata. Voilà, c'est la cata parce qu'ils sont considérés comme des pollueurs, des bougeux, parce qu'ils sont mal payés, ils sont endettés jusqu'au bout, ils n'ont aucune visibilité et surtout, ils sont prisonniers de systèmes qu'ils ne maîtrisent pas du tout.
et qui ne sont pas du tout basées sur la compréhension de leur écosystème, mais plutôt sur les recettes que leur donne soit la chambre d'agriculture, soit la coopérative, soit... Voilà. Et ça, c'est pas possible. Donc nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, rende les agriculteurs un minima heureux pour qu'ils continuent et qu'ils soient capables de se projeter, de transmettre à la fois leur savoir, leur savoir-faire et leur économie. Éviter justement Vous voyez? toute la question qui se pose en ce moment sur le désert, la désertation des agriculteurs et le fait qu'on va être en manque d'agriculteurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, ces 5 points, vous voyez, ce sont pour nous les piliers de notre pensée de l'agriculture et c'est avec des agriculteurs qu'on a fait ça. C'est pas moi qui, matin, je ne me suis pas levé en disant: «Bon, c'est ça les mecs, c'est pas autre chose», non. C'est juste ce que je vous raconte là, c'est juste le résumé, en gros, des travaux qui sont en cours, y compris chez nous, mais pas que, et dans le monde entier, puisque tous les gens qui s'occupent de l'agriculture régénératrice pensent un peu dans ce vortex-là. Mais merci beaucoup pour, oui, effectivement, cette présentation qui est indispensable pour qu'on puisse comprendre derrière tout l'enjeu, de l'agriculture et de tout ce qui nous construit et nourrit. Vous m'aviez parlé également de ressources supplémentaires peut-être à citer, pour pouvoir approfondir? Quand on veut savoir ce qui se passe, de façon générale sur l'agriculture en ce moment et où ça va, il y a, il y a au moins 2 plateformes. Alors outre le site de agricultureduvivant.org, qui est le site de notre association, il y a une autre plateforme qui est très importante, pour moi et qui commence à compiler un maximum de savoir, c'est agroécologie.org, qui est autorisée par nous aussi, hein. Et puis, il y a une mine, mais vraiment de formation, de savoir théorique, de journées de formation capturées en vidéo, de ça. C'est un site qui s'appelle, c'est même une chaîne YouTube qui s'appelle Vers de Terre Production, que je vous conseille absolument, qui a été créée par François Mullet et qui est sans doute aujourd'hui la ressource maximum sur tous les sujets dont on a parlé là. Et même si vous ne trouvez pas directement là où les vidéos ou les conférences qui sont dans votre sujet, vous trouverez les ressources pour aller les chercher à partir de Vers de Terre Production. C'est encyclopédique aujourd'hui. Voilà. Et après, il y a tout un tas de sites de gens spécialisés, agroforesterie.fr, enfin, toutes les, comment dire, chacune des techniques, des pratiques, des familles de pratiques qu'on utilise aujourd'hui dans l'agriculture de conservation, dans l'agriculture de régénération, dans l'agriculture du vivant, chacune, évidemment, a sa petite chapelle, ses petits spécialistes, et donc chacune de ces pratiques présente quelques sites internet spécialisés. Mais il vaut mieux, avant d'aller se spécialiser, il vaut mieux regarder l'ensemble. Regarder l'ensemble des données qu'on a. Et pour ça, c'est bien d'aller sur ces sites-là. Et vous avez toute la bibliographie, toutes les vidéos qui vont bien là-dessus. Je mettrai tous ces liens dans la description de l'épisode pour les personnes qui veulent, creuser. Alors Arnaud, nous avons vu le quoi, comme vous me l'avez judicieusement dit. Maintenant, est-ce que l'on peut évoquer quelques comment pour que, nos auditeurs et auditrices puissent se projeter peut-être, concrètement dans leur vie du quotidien? Après avoir compris le quoi, comme le dit Arnaud, que tu as compris qu'est-ce qu'une agriculture du vivant et toute son importance et même ce pourquoi elle est indispensable pour l'humain et toute la biodiversité, il est temps d'apprendre comment nous pouvons contribuer à cette mission qui nous concerne toutes et tous. Arnaud nous partage des actions concrètes dans la partie 2 de notre échange que tu peux retrouver sur la plateforme d'écoute de podcast que tu utilises actuellement. À tout de suite! Voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association pour une agriculture du vivant. Et là aussi, cela se passe sur podcaston.org
très facilement. Je vous mettrai le lien en description de l'épisode. L'équipe Podcastons et Une Graine Germe compte sur vous et vous remercie pour votre fidélité à ce podcast. À très vite!